Au nom de toute l'équipe d'organisation, bonjour et bienvenue au Journée REFMAR, donc 4e édition du nom, organisée pour la première fois à Brest, mais également, et c'est aussi une première, diffusée en direct sur la chaîne YouTube REFMAR Chaume. Actuellement, je ne sais pas combien on doit être une vingtaine, trentaine à être suivis en direct, je vous redonnerai les chiffres après. Donc juste quelques consignes pour les personnes qui sont présentes dans l'auditorium. Il est interdit de manger à l'intérieur, mais par contre, vous pouvez vous hydrater si vous le souhaitez. Lors des séances de questions-réponses, nous vous remercions de bien vouloir attendre d'avoir un micro avant de poser votre question. Tout cela, vous le comprenez bien, pour que les personnes à distance puissent vous entendre. Pour les participants à distance, il y a des modératrices qui sont présentes et donc qui prendront en compte vos questions qui seront posées en fin de présentation. Et donc voilà, maintenant je passe la parole donc à M. Hubert Brusac, vice-président de Brest Métropole en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Océanopolis pour ces journées internationales dédiées à l'impact du changement climatique sur le niveau de la mer. Je vous souhaite la bienvenue à Brest, à tous ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas la chance de travailler dans notre belle ville. Ben oui, c'est une belle ville. Nous avons une chance extraordinaire. Je tiens à remercier le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, d'avoir choisi Brest pour tenir ces rencontres. Ce choix, j'en suis certain, ne doit rien au hasard. Historiquement, notre ville a toujours été tournée vers la mer. Grand port militaire, port des grandes expéditions maritimes du XVIIIe et XIXe siècle, mais aussi port d'où se mesure depuis plus de 300 ans l'évolution du niveau de l'océan. Je rappellerai qu'ici à Brest, les astronomes français, Lahire et Picard, ont réalisé en 1679 certaines des premières observations systématiques du niveau de la mer. Brest est à la pointe bretonne, on ne peut plus que jamais, et la pointe bretonne ont plus que jamais leur destin lié à la mer, avec plus de 40 000 emplois dans les domaines de la défense, de la construction, de la réparation navale, de la pêche et bien sûr de la recherche en sciences et technologies marines. Un secteur qui mobilise plus de 1700 chercheurs et enseignements-chercheurs dans des domaines aussi variés que l'océanographie, la biologie, la lutte contre les pollutions, la préservation des milieux, les énergies marines ou encore la cybersécurité maritime. Citons également les quelques 1900 étudiants dans les cursus mer et littoral. 1900 étudiants sur 31 000 étudiants. 10% des étudiants supplémentaires depuis 4 ans tous les ans. Donc ça représente bien quelque chose lié à notre ville et à toute l'innovation et la recherche qui s'y passe. Aujourd'hui, c'est le développement d'une économie bleue durable qui mobilise les nouveaux acteurs. Centres de recherche et entreprises du territoire réunis au sein du campus mondial de la mer, dont fait évidemment partie le CHOM. Parmi ces acteurs, Océanopolis, centre de culture scientifique et technique, est bien sûr incontournable. Si votre agenda vous le permet, je vous invite également à visiter son petit frère au Capucin, le 70.8. Un lieu qui vise à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux technologiques et environnementaux aujourd'hui et demain. 70.8 puisque c'est le pourcentage que représentent les océans sur notre planète. Nos villes, nos territoires, aussi différents soient-ils, ont toujours tiré une partie de leur développement de cette proximité de la mer. Nous en connaissons la richesse, mais nous en mesurons aussi la fragilité. Nous avons subi ici de grandes catastrophes écologiques liées aux marées noires. Nous savons ce qu'il faut mobiliser comme moyens humains et financiers pour faire face, lutter, réparer et prévenir. Le littoral est depuis fort longtemps et reste un espace convoité, attractif, mais aussi fragile. En France, la densité de la population y est aujourd'hui 2 fois 5 supérieure à la moyenne hexagonale. Le littoral a été façonné par la nature et souvent par l'homme.
malheureusement, parfois avec excès. La prise de conscience, la fragilité de ces milieux, la nécessité de les préserver a parfois été tardive. Les engagements de Brest pour l'océan, pris dans le cadre du One Ocean Summit, doivent en ce sens nous montrer la voie. Si les menaces sur les littoraux ne sont pas récentes, force est de constater qu'avec le réchauffement climatique, à l'œuvre, nous changeons d'ampleur et d'échelle. Nos territoires sont impactés par l'augmentation du niveau de la mer et par les phénomènes météorologiques, dont certains d'une grande intensité. Nous avons connu dans les dernières décennies, et il devrait s'intensifier. Nous avons pu en mesurer les conséquences, les drames humains bien sûr, et les dégâts socio-économiques. Selon le ministère de la Transition écologique, en France, ce serait 1,4 million de résidents, 165 000 bâtiments, 864 communes qui seront concernées ou menacées par les phénomènes de submersion marine. Les villes côtières, les îles, les villes d'estuaires et les fleuves, avec leur population, seront en première ligne. J'ai une petite anecdote là-dessus. Lors d'un échange avec certains chercheurs, j'ai appris, à 67 ans, que la Manche s'appelait, il y a quelques milliards d'années, le fleuve Manche. Donc on peut imaginer les événements à venir. Et au-delà des impacts environnementaux, ce sont bien sûr les conséquences économiques, sociales, culturelles importantes auxquelles risquent d'être exposées les populations. S'y ajoutent d'autres conséquences, sans doute un creusement dans les inégalités de développement et des phénomènes d'exode et de migration. Face à cette menace majeure, la première réponse est bien sûr d'en traiter les causes pour en limiter les effets, avec bien évidemment la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il ne s'agira pas seulement d'agir contre. Il faut également adapter nos territoires à l'élévation du niveau marin et au risque de submersion marine. Or, pour que notre action soit efficace, il faut d'abord comprendre et analyser les phénomènes à l'œuvre. C'est bien là tout l'objet de ce colloque international dédié à l'observation du niveau marin. La question de l'accès à la connaissance est un enjeu majeur pour mieux anticiper et s'adapter. Oui, je le répète, la question à l'accès à la connaissance. Pour conclure, je voudrais vous remercier tous, toutes et tous pour votre présence aujourd'hui et plus largement pour votre mobilisation au service de la recherche. Le programme de ces 3 jours est tout à fait passionnant, avec la présence d'intervenants de grande qualité, d'horizons variés. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de François Cuyandre, maire et président de la métropole de Brest, un bon colloque, fructueux, enrichissant, et j'espère néanmoins qu'il laissera le loisir à ceux qui ne connaissent pas notre territoire de découvrir quelques-uns des trésors de notre pointe bretonne. Merci à vous. Merci M. Brouzac. Et comme vous avez tendu une perche, vous verrez tout à l'heure, lors de la pause café, une frise qui représente justement ces 300 ans d'observation au niveau marin à Brest. Donc, voilà. Monsieur Laurent Kerléguer, directeur général du Chaume, va maintenant nous dire quelques mots de bienvenue. Bonjour à tous. Merci, monsieur le vice-président Brest Métropole, donc responsable de l'enseignement supérieur et de l'innovation. J'ai peur de vous paraphraser un petit peu, mais au moins nous aurons le mérite de la cohérence. Vous avez rappelé la vocation maritime de Brest et la série historique de 300 ans d'observation des niveaux marins, dont nous reparlerons beaucoup, je pense, pendant ces journées. Vous avez aussi indiqué donc l'année exceptionnelle pour notre ville en termes d'événements dans le domaine de l'océanographie avec au mois de février cette année le One Ocean Summit ce qui fait que Brest en fait
est une ville qui est résolument tournée vers la mer. Et si cette année est un peu exceptionnelle, la vocation maritime de Brest est pérenne et est une posture permanente. Alors ce sont les premières journées REFMAR qui se déroulent en dehors de l'Île-de-France. Je suis fort aise pour ma part qu'elle se déroule à Brest, même si c'est un peu moins commode qu'une capitale pour s'y rendre. Mais nous avons aussi en place des moyens de participation à distance, au moyen de la visioconférence à laquelle nous sommes désormais tous rodés. Voilà. Et surtout, je dirais que c'est une fierté que cette première journée REFMAR qui se déroule en dehors de l'Île-de-France se déroule à Brest, une ville côtière, d'où finalement on voit un petit peu mieux monter les eaux. Alors REFMAR est né d'une initiative du secrétariat général de la mer qui, en désignant le CHOM comme référent national pour l'observation des hauteurs d'eau, lui a confié une mission de coordination des acteurs du domaine. Et aujourd'hui, REFMAR, ce sont 21 partenaires et 141 observatoires. Alors ces observatoires sont essentiels pour beaucoup de choses. Ils sont essentiels pour les études sur le climat, qui sont au cœur de l'actualité et pour longtemps. Ils sont essentiels pour les travaux sur l'érosion côtière. Ils participent également aux dispositifs d'alerte, qu'il s'agisse des dispositifs de submersion, de vigilance vague submersion, ou des dispositifs d'alerte au tsunami. Et ils sont également essentiels à de nombreux travaux de recherche. Alors, outre l'évolution, ce qui a changé depuis les dernières REFMAR, c'est le renforcement des compétences des collectivités locales pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est le dispositif que vous connaissez, je pense, le dispositif GEMAPI, donc qui a été instauré finalement par les lois de décentralisation. Cette approche décentralisée génère de nombreuses demandes de soutien pour la mise en œuvre, notamment des plans d'action pour la prévention des inondations. Donc c'est à la fois la manifestation d'un intérêt et d'une prise en compte par les collectivités de l'importance des problématiques liées aux hauteurs d'eau, mais c'est aussi pour nous une difficulté puisque cette déconcentration multiplie les acteurs. Mais je dirais que c'est un élément qu'il nous faut prendre en compte à l'échelle du territoire, en métropole et outre-mer. Ces journées ont également une dimension internationale et il faut se réjouir de la présence de nos amis des continents, notamment africains et américains. Et avec un total de participants alors tout au long des journées, pas forcément au moment présent, mais tout au long des journées, nous attendons 150 participants, près de 150 participants en présentiel et plus d'une centaine à distance. Alors, international, c'est important parce que les questions liées à l'océan se traitent à l'échelle globale. On rappelait à l'instant que 70,8% de la surface du globe est couverte par les océans. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut être en mesure d'appréhender de manière globale. C'est ainsi, par exemple, que pour l'alerte au tsunami que j'évoquais, l'Europe dépend beaucoup des observations qui peuvent être effectuées sur les côtes nord de l'Afrique. Et inversement, l'alerte au tsunami pour l'Afrique est extrêmement dépendante de l'observation des hauteurs d'eau en temps réel effectuées sur les rives sud de l'Europe. Enfin, je voudrais, et pour finir, remercier la Direction générale de la prévention des risques du ministère de l'Environnement pour son soutien et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur. Il est essentiel que ce soutien continue pour conserver un réseau qui contribue à la recherche et à des services opérationnels, comme j'ai pu l'évoquer, notamment dans le domaine de la sécurité civile. Bonne journée REFMAR. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général.
Écoutons maintenant Madame Véronique Lehideux, chef du service des risques naturels et hydrauliques, donc à la Direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Bonjour, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie tout d'abord de votre invitation à cette 4e édition des Journées REFMAR. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je dois l'avouer non pas uniquement parce que je suis sur mes terres natales, dans cette très belle ville de Brest, Monsieur le Vice-président, mais surtout pour souligner l'importance des travaux qui vont être conduits pendant ces 4 journées, rappeler les enjeux majeurs qui sont associés au réseau de Marégraphe et surtout la qualité du partenariat qui nous lie avec le CHOM. Alors, la politique de prévention des risques que nous portons au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et donc plus particulièrement à la Direction générale de la prévention des risques, elle vise en premier lieu à sauver les vies, à réduire les dommages sur les activités, sur les biens et sur l'environnement. Alors cela nécessite de préparer nos territoires à faire face aux aléas naturels, à leur évolution. Ça nécessite de réduire leur vulnérabilité, afin d'améliorer leur résilience. Alors bien sûr, dans ce cadre de connaissance de l'aléa, l'observation du niveau marin est indispensable pour la prévention du risque de submersion marine. Alors dit ainsi, ça peut paraître, et ça apparaît aujourd'hui peut-être comme une évidence. Pour autant, je pense qu'il faut se rappeler que le fait générateur qui a favorisé le développement du réseau RONIM, il est malheureusement lié à un événement dramatique qu'on a tous sans doute encore en mémoire. C'est celui du passage de la tempête Xynthia, en février 2010, qui a causé le décès de 47 personnes. Alors cet événement, malheureusement dramatique, il a eu un effet accélérateur. Il a valorisé le travail qui était engagé depuis plusieurs années par l'établissement, par le CHOM. Il a permis de le reconnaître, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur général, tout à l'heure, en avril 2010, par une circulaire du Premier ministre comme le référent national pour le niveau de la mer. Mais je crois que surtout, il a permis de faire passer les marégraphes, qui étaient peut-être ces outils jugés archaïques, bien qu'ils soient numériques depuis déjà 1998, qui servaient principalement à la navigation, à la sécurité de la navigation, qui étaient aussi connus comme outils de référence pour le niveau moyen de la mer et l'altimétrie. Je crois que ça les a fait passer à des outils modernes, à des outils qui du coup sont devenus comme servant des usages beaucoup plus larges. Donc on peut le citer, la circulaire du Premier ministre parle bien sûr de la gestion des risques, mais également de la sécurité portuaire, de la planification stratégique des activités, des études météo-océanographiques et climatiques et de l'expertise pour les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'on est passé peut-être d'un public assez limité à des nombreux partenaires, vous l'avez rappelé, parmi lesquels les collectivités locales, l'État, la communauté scientifique que certains d'entre vous représentent aujourd'hui, mais surtout désormais les citoyens. Pourquoi les citoyens ? Parce qu'effectivement, 2011, c'est aussi la date à laquelle l'État a validé le premier programme national de submersion marine, qui sont des plans qui ensuite, et sont aujourd'hui remplacés par les plans de prévention des risques littoraux. Et c'est aussi à cette période que les travaux sur la vigilance et l'alerte, vague submersion également cités, ont été conduits. Et c'est donc depuis 2011 que le dispositif de vigilance vague submersion est devenu opérationnel et qu'il constitue aujourd'hui l'un des 9 phénomènes que vous pouvez voir tous les jours dans la carte de vigilance intégrée qui est connue du grand public et produite par Météo France. Alors la Direction générale de la prévention des risques, elle apportait déjà son soutien financier depuis un moment, depuis 2009 exactement, Marégraphe côtier numérique. Elle continue à soutenir le CHOM qui apporte donc des améliorations régulières à ce réseau, qui diffuse en temps réel les données d'observation pour la chaîne opérationnelle vague submersion, et Monsieur le Directeur général l'a rappelé aussi, pour l'alerte sur les risques de tsunami qui est opérée par le Centre national d'alerte au tsunami, le CNALT. Pour autant, avec ces dispositifs aujourd'hui opérationnels, est-ce que nous pouvons dire que nous avons fait assez dans les domaines, et notamment assez dans le domaine de la prévention ? Je pense que ce sont des sujets que vous allez travailler. Malheureusement non, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, plus de 50% de la population mondiale vit dans les zones côtières, particulièrement exposées au changement climatique. En France, on a déjà 1,5 million de personnes qui sont sur des territoires exposés au risque de submersion. Et les projections qu'on connaît montrent que d'ici 2040, malgré les alertes des scientifiques, on a effectivement une population qui devrait encore croître. On estime que c'est 1,4 million de personnes en plus qui vont venir s'installer sur nos côtes.
Pour autant, donc je le disais, la communauté scientifique et les rapports successifs du GIEC, et Madame Masson-Delmotte nous en parlera tout à l'heure, nous alertent sur les effets du changement climatique. Ils confirment, ces rapports, la hausse du niveau marin et la probabilité de devoir affronter des phénomènes tempétueux qui vont être plus fréquents et plus intenses. Alors, au ministère de la Transition écologique, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de travailler actuellement sur notre 3e plan d'adaptation au changement climatique qui va se décliner dans tous les domaines sectoriels. Et au niveau des risques plus particulièrement, on en parlait tout à l'heure devant la grille, nous nous posons plusieurs questions fondamentales. La première d'entre elles est comment adapter notre plan de prévention des risques littoraux ? L'enjeu, il est fort, puisque ces plans de prévention, vous le savez, ce sont des servitudes d'utilité publique qui vont fixer des règles pour l'urbanisme, qui vont s'imposer aux collectivités et qui vont tenir compte des niveaux de risque qui sont dans les zones définies par l'État. Alors, un plan de prévention des risques littoraux, c'est un plan de prévention qui intègre déjà le changement climatique, puisque c'est le seul plan de prévention qui a déjà 2 aléas de référence, un à court terme et un qui se projette à l'horizon centennal pour intégrer le changement climatique. Deuxième chose sur laquelle on travaille pour ces sujets, c'est la délimitation des submersions. Nous travaillons avec le CHOM en recherche et développement dans le cadre du programme de recherche homonyme sur les modèles de prévision côtière pour représenter plus finement l'aléa de submersion. Ce sont en effet des travaux importants puisque ces travaux de modélisation qui vont être à plus haute résolution vont servir à la fois pour cartographier les risques, mais ils vont aussi permettre d'affiner les prévisions côtières à une échelle plus fine, infradépartementale, notamment pour la vigilance vague submersion et pour les zones à enjeu. Autre sujet important en termes d'aléas de référence, c'est qu'il nous faut caractériser la période de retour de ces phénomènes extrêmes de tempête auxquels nous sommes confrontés de plus en plus. Mais comment le faire quand on dispose en fait de peu de données et qu'il y a donc de fortes incertitudes statistiques ? Là encore, je souhaite souligner le travail qui a été engagé par le CHOM, dit de reconstruction marégraphique, avec la numérisation, l'ossérisation et le traitement des archives marégraphiques papier. Vous avez la chance d'avoir un patrimoine immense dans ce domaine-là qui va nous être extrêmement utile pour qualifier ces phénomènes extrêmes. Par ailleurs, nous devons poursuivre un travail essentiel, ce sont les actions de jouvence du matériel. C'est bien d'avoir un réseau, mais il faut l'entretenir. Nous devons nous interroger aussi sur l'extension spatiale de ce réseau de marégraphes, notamment pour intégrer dans le réseau les marégraphes des partenaires. Monsieur le directeur général, vous l'avez évoqué, des partenaires qui sont de plus en plus nombreux dans le cadre de la montée en compétences GEMAPI. Mais aussi, je pense, nous interroger pour mieux couvrir nos territoires d'outre-mer. Je sais qu'il y a cet après-midi une intervention d'un territoire particulièrement exposé à ces phénomènes de submersion avec la présentation sur Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ensemble de ces travaux, je pense que c'est essentiel, de court et de moyen terme, sont à conduire en complémentarité entre tous les acteurs. C'est le cas déjà, par exemple, entre le CHOM et le CEREMA, qui, lui, opère le réseau de houlographes Candice. Pour conclure, j'espère, à travers mes propos, avoir fait apparaître toute l'importance du réseau de marégraphes pour nos politiques de prévention, tout l'intérêt de ces journées REFMAR qui vous réunissent aujourd'hui. Elles vont être particulièrement utiles avec la richesse des thématiques. Et ce colloque rappelle aussi l'importance des collaborations entre les opérateurs, mais entre les nations, pour mieux utiliser nos forces respectives pour faire face à ces enjeux. Je souhaite rappeler toute l'importance aussi de renforcer l'appropriation de cette information issue de REFMAR pour le grand public. Alors, au-delà de la diffusion, et qui est déjà extrêmement bien faite de toutes ces données sur data.chom.fr, on est aujourd'hui peut-être un enjeu différent. Vous avez peut-être en tête qu'il y a 4 jours, c'était la première édition de la journée Tous résilients face au risque, qui a été lancée par le gouvernement, avec l'enjeu de développer la culture du risque. Je suis persuadée que votre réseau, il doit aussi pouvoir jouer un rôle majeur, un rôle de sensibilisation, de pédagogie, d'acculturation du grand public à ces problématiques de risque, de submersion, et ce grâce à l'usage de vos données. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer 4 journées fructueuses et un très bon colloque. Merci. Merci Madame Lehide. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion de la fête de la science, justement, il y a des actions de communication qui ont été faites en ce sens. Donc maintenant, et à distance, alors espérons que tout fonctionne bien, je vais donner la parole à Monsieur Ludovic Scheu, merveilleux, conseiller Europe, Environnement, secrétariat général de la mer.
Voilà, bonjour, j'espère que vous m'entendez désormais. Et je crois que vous me voyez d'après le retour d'image que j'ai. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur général, permettez-moi tout d'abord de vous saluer au nom de Didier Lallemand, secrétaire général de la mer. En premier lieu, je voudrais en son nom remercier le CHOM pour cette invitation et pour l'organisation de ces journées sur un thème aussi important que celui de l'observation des océans. Nous commençons en effet à le percevoir. L'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale devrait être l'une des conséquences les plus coûteuses et irréversibles du changement climatique. Depuis 1900, date pour laquelle nous possédons des données obtenues par les premiers marégraphes, nous constatons en effet que le niveau moyen mondial de la mer s'est élevé d'environ 20 cm. Or, nous constatons que ce niveau continue de s'élever à un rythme croissant, actuellement supérieur à 3 mm par an, et ceci en partie lié au changement climatique d'origine anthropique. Les publications du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, que Madame Masson-Delmotte va nous présenter dans la matinée, et plus spécialement le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, le SROC, publié en 2019, ont renforcé les preuves du rôle prédominant du changement climatique anthropique dans l'élévation du niveau moyen de la mer observé à l'échelle mondiale et dans son accélération au cours des dernières décennies. Ce rapport, approuvé par les 195 gouvernements membres du GIEC, met en avant les changements importants que subissent d'ores et déjà l'océan et la cryosphère, qui sont pourtant indispensables, comme vous le savez, à la vie sur Terre. En particulier, les projections actuelles de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale pour la fin du XXIe siècle varient entre 40 cm et 2,50 m. Ce large éventail de projections résulte des incertitudes concernant les futures émissions de gaz à effet de serre, concernant également l'expansion thermique ou la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, puis également des ajustements isostatiques. Ces éléments de scénario, nous en mesurons dès à présent certains effets, en particulier en matière de recul du trait de côte. L'élévation du niveau de la mer est également une menace et un défi plus global pour la résilience de l'économie bleue. Pour la période de 1900 à 2020, les dépenses publiques de l'Union européenne en faveur de la protection des côtes contre le risque d'érosion et d'inondation ont été estimées à plus de 5 milliards d'euros par an. D'un autre côté, le coût de l'inaction se situerait entre 340 et 360 milliards d'euros par an en raison des pertes de services écosystémiques le long des côtes européennes. Il faut donc faire un pas de géant dans l'étude et la planification d'une réaction commune face à ces enjeux. L'État, mais également bien sûr les collectivités, doivent donc s'organiser pour anticiper ces phénomènes et mettre en œuvre les politiques qui permettront de les limiter, en élaborant également les outils qui permettront aux populations et aux territoires de s'y adapter au mieux. La première étape de cette politique, comme cela a déjà été évoqué par les orateurs précédents, passe évidemment par la connaissance et par la compréhension de ces phénomènes. À l'échelle européenne, les stratégies relatives à l'adaptation au changement climatique, le Green Deal que vous connaissez, et également au développement d'une économie bleue durable ont été mises en œuvre. Il y est notamment prévu de renforcer la capacité d'observation, de modélisation et de prévision de Copernicus et d'Edmonet, afin de mieux anticiper les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et de surveiller l'élévation du niveau de la mer à l'échelon régional. Au niveau national, les ambitions constantes du secrétariat général de la mer
dans l'action de coordination interministérielle des politiques maritimes qu'il assure et de s'assurer de la mobilisation de la France autour de ces enjeux. Il s'agit en priorité de permettre à nos chercheurs et prévisionnistes de contribuer à fournir des évaluations périodiques et connaissances sur les facteurs d'élévation du niveau de la mer, sur les impacts et les opinions politiques pour chacun des principaux bassins océaniques français et européens. Il s'agit notamment de permettre un accès facile à des connaissances utilisables sur les changements régionaux, locaux, du niveau de la mer en Europe. Ce travail, s'il est régulièrement mis à jour sous la forme de séries d'évaluations périodiques, complétera les évaluations mondiales et européennes existantes en fournissant des détails géographiques et contextuels supplémentaires adaptés à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques régionales, nationales et européennes. Le SGMR, au cours de ces dernières années, s'est ainsi attaché à soutenir une implication forte et croissante de nos acteurs nationaux à différentes échelles. Tout d'abord, dans le cadre national, comme cela a été rappelé, en soutenant le rôle du CHOM, notamment dans l'évaluation de la montée des eaux, comme l'a rappelé Laurent Carleger, mais également une action au niveau de différents cadres internationaux et européens qui concourent à ces objectifs de développement de la connaissance des océans. Et notamment, donc, le SGMR a soutenu l'implication de nos acteurs nationaux dans la décennie des sciences océaniques des Nations Unies, qui a débuté en 2021. Également, le SGMR s'est attaché à mobiliser les acteurs dans le cadre de la mission Eau et Océan, du programme Horizon Europe de l'Union européenne. Et enfin, à l'occasion du One Ocean Summit de Brest, le SGMR a porté la transformation de la société Mercator Océan, que vous connaissez, la transformation de cette société française qui travaille déjà avec de nombreux acteurs internationaux européens en organisation intergouvernementale. Le secrétaire général de la mer, en lien avec l'ensemble des ministères concernés, à commencer par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi bien sûr avec le MTE, le ministère des Armées ou le ministère de l'Intérieur, mais aussi avec les grands opérateurs scientifiques et techniques du monde maritime qui constituent notre richesse et notre force de frappe nationale dans ces domaines. Eh bien, le SGMR continuera à appuyer le développement de la politique européenne et nationale de connaissances océaniques dans les années à venir, à l'occasion notamment des CIMER qui jalonnent la politique maritime française. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent colloque et de très bonnes journées REFMA.